Décentralisés, les habitants de la banlieue attendent beaucoup de cette rencontre. La lutte contre les inondations et la résolution du chômage des jeunes demeurent en bonne place dans leurs revendications. Ces habitants souhaitent de meilleures conditions de vie. Voici pour le sommaire, tout de suite le développement. Merci de nous accueillir chez vous. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'amende que doit payer la Sonatel à la RTP. L'on reproche à la Sonatel d'avoir violé le décret protégeant le droit à l'information des consommateurs et à la facturation. Une différence de 8,9 milliards de francs CFA sur la facturation est constatée à la Sonatel et 6,6 milliards de francs CFA pour l'opérateur Tigo. Plus de précisions avec Code Denjai. L'ARTP sort le bâton contre les opérateurs téléphoniques. Des contrôles ont permis de déceler des manquements parmi lesquels la violation du décret 2014-770, lequel texte protège le droit à l'information des consommateurs. Nous avons notifié ce 13 juillet 2016 à Sonatel la décision numéro 20-16-002 portant sanction pour violation du décret numéro 2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations quant au droit à l'information des consommateurs. La dite sanction inflige à Sonatel une pénalité d'un montant de 13 milliards 959 millions qui représente 3% de son chiffre d'affaires pour l'exercice annuel 2015. Autre grief relevé contre ces opérateurs, la non-déclaration de certaines factures de Sonatel et Tigo à la RTP. Ces contrôles nous ont permis pour Sonatel de trouver une différence de 8,9 milliards représentant les liaisons non facturées parce que non déclarées à la RTP. Pour Tigo, une différence de 6,6 milliards représentant les liaisons non facturées parce que non déclarées à la RTP. Pour Expresso, les contrôles sont en cours et seront terminés avant la fin du mois d'août. Avant de procéder à une telle décision, le DG de la RTP précise qu'une longue procédure a été enclenchée. Des mises en demeure ont été servies à la Sonatel avant de prendre toute autre décision. Ouverture ce matin à Dakar de la 5e édition du salon monétique régional. Les acteurs du paiement électronique se penchent durant 72 heures sur les solutions monétiques mobile money, mobile banking, e-commerce. Ils s'articulent autour du thème des enjeux et perspectives de ces plateformes, comment elles peuvent être vecteurs d'inclusion financière. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la BCAO et c'était en présence de Mansour Sow. C'est en 2008 que s'est tenu à Abidjan le premier salon monétique JUM UMOA, une rencontre qui avait réuni les acteurs du paiement électronique en Afrique. 6 ans après, notre pays est à nouveau à l'honneur à l'occasion de la 5e édition du salon monétique régional. Cette présence est pour nous à la fois une marque d'honneur et un moyen d'insuffler une dynamique à nos différents chantiers pour le bonheur de nos populations. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les participants venus de 34 pays qui pendant 2 jours vont découvrir les dernières innovations technologiques. La monnaie électronique est en train de redessiner les contours d'une nouvelle forme de banque en s'attaquant à des bastions séculaires des banques, mais surtout en leur lançant un défi important, celui de leur adaptabilité au changement. S'appuyant au départ sur des paiements bien ciblés, les activités de la monnaie électronique et des services financiers à distance se sont rapidement étendues à tout type de paiement, au transfert d'argent, à l'émission de monnaie électronique. Le mobile money et le mobile banking, vecteur d'inclusion financière et de bancarisation en Afrique, enjeux et perspectives, thème de l'édition 2016 du Salon monétique régional. Il s'agit de voir en quoi les paiements électroniques peuvent contribuer au développement et à l'intégration économique en Afrique par les solutions monétiques mobile money, et mobile banking et e-commerce. La plupart des pays africains, en particulier ceux
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont confrontés au défi d'un développement économique et social davantage inclusif. Certains États membres de notre Union ont initié des programmes de développement ambitieux en faveur de leur émergence économique dans les années à venir. Ils nous interpellent sur la contribution du secteur financier à l'atteinte de cet objectif. Grâce à un téléphone portable, le client peut aujourd'hui accéder à toutes les informations bancaires et financières en temps réel. Il peut aussi réaliser toutes ses opérations bancaires sans se déplacer. L'État du Sénégal ambitionne d'intégrer la question genre dans ses ministères. C'est pour lutter contre toutes sortes d'inégalités entre hommes et femmes. Ce jeudi, le ministère du Renouveau urbain a procédé au lancement officiel de sa cellule genre, une cellule mise en place pour informer et sensibiliser les parties prenantes sur la pertinence du genre. L'atelier de lancement a été placé sous le thème « Promotion des villes inclusives et durables au Sénégal vers une gouvernance urbaine sensible du genre ». Des Fatimlo. Troisième axe du PSE, cette cellule genre va mettre en place un cadre formel et opérationnel qui va faciliter l'intégration du genre dans les missions, mandats politiques et programmes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. Que nous gérons un secteur qui est très sensible, qui s'occupe d'habitat, qui s'occupe de cadre de vie. Quand on ne fait pas très attention aux besoins différenciés des uns et des autres, il peut y avoir injustice. Donc le fait qu'on prenne cette initiative de mettre en place une cellule genre va nous permettre de diagnostiquer la situation de manière claire et également de prendre des mesures correctives aux besoins pour que tout le monde soit à l'aise et pour que tout le monde puisse faire son travail de manière correcte pour des résultats qui profiteront à l'ensemble du Sénégal. Des enquêtes récentes montrent que probablement 25% des femmes et filles ont subi des violences dans les espaces publics. Il est urgent alors que les villes et établissements soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Il convient de garantir l'accès pour tous à des établissements humains planifiés, d'anticiper sur les besoins en logement et services sociaux de base à travers un aménagement juste et équilibré, de promouvoir un cadre de vie durable où les hommes, les femmes, les enfants et toutes les catégories sociales, y compris les populations dites vulnérables, trouveront leur compte. L'instauration d'un cadre favorable au développement d'activités économiques à haute intensité de revenus demeure également un impératif. Comme le dit l'adage, si l'homme construit les routes, la femme trace le chemin. La cellule genre du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie a été mise en place en août 2015. Cependant, ces cellules genre ne font pas partie du décret de répartition de l'État. De ce fait, elles ne sont pas budgétisées, situation que déplore la coordonnatrice du cellule genre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. Atelier sur l'étude du rapport sur le financement public et extérieur de l'éducation nationale au Sénégal. Le Sénégal s'identifie par sa particularité car plus de 90% de son budget du secteur primaire est destiné au paiement des salaires. Pour le secteur de l'enseignement supérieur, les bourses d'études aspirent les 40% du budget. Cette disproportion en faveur du social a été fortement critiquée par les experts. Plus de détails avec Ababakar Sadir Top. Au Sénégal, le financement public et extérieur de l'éducation se distingue par sa particularité. Plus de 500 milliards sont alloués chaque année à l'éducation. Sauf que, pour la plupart, ce budget est destiné au paiement de salaires, au fonctionnement des universités et surtout aux bourses des étudiants. Le cas du Sénégal est très spécifique, donc c'est une population très jeune où presque 20% ou même plus de la population vont à l'école. C'est financé par l'éducation. Plus de 20%, c'est presque, on va dire, 30% de la population. Et la pression fiscale est très faible, c'est-à-dire que l'État ne collecte pas assez de revenus par rapport à l'économie qui est développée ici. Et quand vous regardez la structure de financement du primaire à l'université, c'est très spécial. Vous allez voir que par exemple les bourses des étudiants constituent 40% des dépenses des universités. Ça n'existe presque nulle part ailleurs dans le monde. Ce qui doit pousser l'État pour avoir des stratégies très durables
à revisiter sa stratégie de financement. Le directeur de l'enseignement supérieur considère que la situation économique du pays exige que le financement soit orienté vers le social. Pour lui, tous les pays développés sont passés par là. Nous sommes un pays en voie de développement. L'État doit faire une poussée initiale pour booster l'enseignement, l'éducation de manière générale. Et pour cela, la prise en charge par l'État de certains aspects de l'éducation est dans un premier temps nécessaire. Ce que l'État a dépensé en ses fonds propres et aussi avec ses partenaires techniques et financiers, à mon avis, n'est pas trop pour un pays qui forme ses enfants pour qu'ils prennent en charge les besoins de développement du pays. On a parlé de bourse. Il est encore, je crois, bon de faire encore un peu de social dans un pays en voie de développement. Pour les experts en financement dans le domaine de l'éducation, la démarche entreprise par l'État du Sénégal n'est pas viable et ne peut se faire à long terme. Ce faisant, il recommande que les bourses soient allouées sous forme de prêts remboursables. Dans le cadre de ces missions de promotion du concept de renaissance africaine pour une culture d'excellence au Sénégal et en Afrique, la direction du Monument de la Renaissance africaine a organisé la 2e édition de remise de distinction. Des prix ont été donc décernés aux meilleurs élèves issus de son réseau d'écoles partenaires. Cette journée d'excellence était également l'occasion pour les organisateurs de définir leurs objectifs. Aïssatou Dioptal. Ils sont plus de 30 élèves venus de diverses régions à recevoir le prix d'excellence du réseau d'écoles partenaires du Monument de la Renaissance africaine. Cette activité est une occasion de promouvoir l'excellence dans un contexte où le système scolaire sénégalais est très souvent perturbé par des grèves. Nous savons tous les nombreuses perturbations que l'école sénégalaise connaît depuis quelques années. Le monument de la Renaissance africaine a initié donc depuis l'année dernière et qui est destiné à célébrer l'excellence à travers les écoliers du primaire et du collège et des collèges qui se sont distingués durant l'année scolaire et plus particulièrement les écoliers qui ont eu à visiter le monument de la Renaissance. Cette 2e édition de remise de distinction aux élèves lauréats a permis aux organisateurs de souligner le désir de faire de cette activité un concours national. Ce, dans le but de faire participer tous les élèves de primaire et du collège. On estimait quand même, à l'instar de ce qui se fait pour le concours général, qui célèbre des élèves généralement de première et de terminale qui arrivent en fin de cycle secondaire, que ce serait important que le format soit revu pour permettre d'abord de faire participer le plus grand nombre, tout en restant sur le format des élèves qui ont eu à visiter le monument, du primaire et du collège, et ça permettra aussi de faire connaître davantage cette cérémonie-là. Pour une culture d'excellence au Sénégal, le monument de la Renaissance africaine compte ainsi mettre tous les moyens nécessaires. Objectif, offrir aux écoliers et collégiens une plateforme leur facilitant la réussite. Lancement de la 30e édition des journées annuelles de chirurgie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Une rencontre placée sous le thème « Les pratiques chirurgicales dans les régions lambeaux de reconstruction en chirurgie ». Ces journées qui vont se tenir jusqu'au 15 juillet sont axées sur la prise en charge et le développement de la chirurgie dans les régions suivantes. À ce propos, Papa Amadou Diak, il est le directeur général de la santé au micro d'Abigail. Ces importantes journées qui sont axées sur la prise en charge, mettant l'accent sur les lambeaux, mais également sur le développement de la chirurgie dans les régions. Donc c'est un pas vers le renforcement de la décentralisation. Nous y sommes la déconcentration et c'est pour cela que nous avons des spécialistes à travers les régions. Et aujourd'hui ils sont tous là et je pense que l'originalité de cette rencontre est qu'au-delà de ce qui se faisait uniquement avec l'université Cheikh Anta Diop, il s'agit d'une rencontre, la 30e du genre, pour l'université, mais également la première édition qui permet donc de réunir l'ensemble des UFR. Conformément aux orientations de nos politiques de santé. Aujourd'hui, nous disposons d'un plan stratégique de l'offre, développement de l'offre de chirurgie. Et ce cadre d'échange, de partage, nous permet d'approfondir la réflexion pour voir un peu comment nous allons développer les stratégies idoines
pour permettre à chaque Sénégalais qui en aura besoin de pouvoir bénéficier des prestations de services chirurgicaux. Nous avons également en termes d'innovation des stratégies avancées que nous développons avec des unités mobiles qui nous permettent d'avoir des équipes spécialistes qui vont aller dans les régions pour pouvoir assister leurs collègues qui sont là-bas. Je pense que ça aussi, ça nous permet de régler quelques questions et entrer au gap. Et par ailleurs, nous sommes en train de mettre l'accent sur la formation des spécialistes pour que dans les années à venir, que nous puissions donc avoir toutes les personnes ressources dont nous avons besoin. Après 2 jours de travaux, les fondations Servir le Sénégal et l'Ala Salma du Maroc se sont réunies ce jeudi pour mettre en place des stratégies de lutte contre le cancer. La fondation l'Ala Salma, connue pour son expertise, se présente ainsi comme un partenaire de choix pour notre pays. Le Maroc compte construire au Sénégal une maison de soins et d'accueil pour les malades du cancer. Pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications de Alioune Fall de la Fondation Servir le Sénégal. Nous sortons de 2 jours de travaux en commission mixte avec nos partenaires marocains de la Fondation l'Ala Salma. C'était pour travailler à l'élaboration d'un plan d'action contre le cancer pour le Sénégal, évidemment, marqué par la disponibilité de nos partenaires marocains à nous apporter leur expérience et leur expertise en la matière. Donc, nos partenaires marocains se sont montrés disponibles, généreux, ont décidé de nous apporter aussi bien leur expertise que leurs moyens. Nous avons vu l'expérience marocaine avec ce qu'eux ils appellent là-bas les maisons de vie, qui sont justement des espaces d'accueil, des cadres d'accueil pour les malades et pour leurs accompagnants. Et là également, nous avons un projet de réalisation d'une maison de vie à Dakar. En fait, c'est la Fondation l'Ala Salma qui va la réaliser pour nous. La contribution qu'ils attendent de nous, c'est juste de trouver un terrain pouvant accueillir l'édifice. Eux, ils se chargent de construire et d'équiper la maison de vie et en offrant un cadre d'hébergement, d'accueil et d'hébergement aux malades et à leurs accompagnants. Grogne au quartier Ndoyen, extension située dans la périphérie de Mbaké. Les habitants rouges de colère ont dénoncé leurs mauvaises conditions de vie et d'existence. Devenu le dépotoir d'ordures de la commune de Mbaké, la population qui ne dispose ni d'eau ni d'électricité, encore moins d'un poste de santé, s'attaque à la gestion du maire. Les populations exigent que la commune de Mbaké soit installée sous délégation spéciale. Afodja est le porte-parole de ses habitants. Je vous propose de le suivre. Nous sommes dans un quartier laissé entre ses propres mains. Nous n'avons rien, on n'a pas d'eau, on n'a pas le courant. Les chiens toujours errent ici. Et vraiment, c'est une situation vraiment catastrophique. On a même peur de sortir la nuit. Et si aujourd'hui, monsieur le maire, il se permet de prendre 20 millions, je ne sais pas, 16 millions, et donner ça à des citoyens de Mbaké pour qu'ils aillent à la Mecque. Et ici, il suffit d'avoir 2 millions ou bien 3 millions pour que vraiment nos préoccupations soient vraiment... Aujourd'hui, on a rendu tous nos enfants malades. Tu vois, il y a même des cas de bon, vous m'excusez, de tuberculose ici dans ce quartier. C'est dû à quoi? C'est dû à ces ordures-là. Hein? Même les véhicules d'assainissement-là versent ici le déchet-là. Hein? Nous demandons au président de la République qu'il veille, qu'il sache qu'ici, dans le quartier, c'est un quartier qui a voté pour lui. Même au référendum, c'est ici qu'il a gagné ses élections. Donc aujourd'hui, s'il nous laisse en rade, qu'est-ce que ça va ressembler? Réclamer une délégation spéciale? Bien sûr que oui, une délégation spéciale, c'est une nécessité. Il faut qu'il y ait une délégation spéciale. Un mec qui ne parvient même pas à te mettre une bonne fontaine. Est-ce qu'il pourra vraiment te garantir une survie, une meilleure vie? C'est pas possible quand même. Une bonne fontaine qui ne coûte même pas 200 000, 300 000. C'est grâce au directeur Galoba que nous avons pu vraiment décrocher ce produit-là. Aujourd'hui, là, tout le quartier, même pour avoir un seul bidon, un seul récipient d'eau de 20 litres, il faut faire ici 2 heures de temps, 3 heures de temps.
Après Mbaké, direction la banlieue où va se tenir le Conseil des ministres décentralisé de la région de Dakar. Les populations attendent beaucoup de cette rencontre. Elles souhaitent que le gouvernement se penche sur leurs véritables préoccupations. Entre autres requêtes, la poursuite de la lutte contre les inondations et la résolution du problème du chômage des jeunes. Un reportage signé Abdoulaye Wanyonga, Ibrahim Otogola. Les populations de la banlieue attendent beaucoup du Conseil des ministres décentralisé de la région de Dakar. Parmi ces attentes figure la lancinante question des inondations. Ces dernières veulent que le gouvernement se penche sur cette problématique qui leur taraude depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup d'eau stagnante dans ce quartier. Vous voyez, les gens creusent un canal pour évacuer l'eau, ce qui fait que nous ne pouvons plus stationner de l'autre côté. Alors, nous nous garons au bord de la route, ce qui fait que l'autre jour, un véhicule a touché ma voiture et brisé la carrosserie. Le problème du chômage galopant des jeunes fait également partie des préoccupations des populations de la banlieue. Ces jeunes réclament des emplois pour subvenir à leurs besoins. Lors de ce conseil, nous attendons que les autorités trouvent de l'emploi aux jeunes, parce que ces jeunes sont l'avenir de demain pour diriger le pays. Ces populations veulent aussi que le gouvernement apporte des solutions aux nombreuses crises qui secouent le système éducatif sénégalais. Elles restent convaincues que l'éducation joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Nous voulons que le gouvernement trouve des solutions aux problèmes de l'éducation, parce que les élèves sont le futur du Sénégal. Le Conseil des ministres décentralisé de la région de Dakar va se tenir en banlieue dakaroise. Une rencontre très attendue par les populations. Elles désirent que le gouvernement se prononce sur leurs véritables préoccupations pour y apporter des solutions idoines. 20 ans de la commune des Parcelles Assainies, commémoration qui a réuni des autorités de la commune, mais également des invités comme le ministre des collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Dakar, Khalifa Sall. Le foyer socio-culturel baptisé Cheikh Dembadja a été inauguré à l'occasion de cette cérémonie. Retour sur les faits avec Ibrahim Fall. Depuis les réformes 1996, les Parcelles Assainies ont acquis leur autonomie. 20 ans déjà, cette commune commémore son existence. Un folklore pour marquer l'importance de cette journée. L'inauguration du foyer socio-culturel Cheikh Dembadja pour se rappeler des illustres personnes qui ont marqué la vie de cette localité. Je ne savais pas, mais Dembadja c'est toujours pour moi mon frère. J'ai grandi à ses côtés. Son père et mon père ont été toujours ensemble. Je ressens beaucoup d'émotions. Et vraiment contente et ravie de ces moments-là. Et je ne sais pas, j'arrive même pas à trouver les mots. L'acte 3 de la décentralisation au cœur des discours des invités du maire de la commune. L'acte 3 de la décentralisation confère aux collectivités locales un rôle primordial dans le pilotage de la planification du développement local. Le gouvernement, à travers le ministre Diouf Sarr, dans l'évaluation continue de ce qui se fait, dans l'appréciation de l'acte 3, s'inspireront des méthodes, de l'approche, du process de 96 pour que tout ceci soit inclusif pour être efficace. Les Parcelles Assainies sont devenues une commune de plein exercice, avec des compétences élargies, avec plus de dignité et de liberté d'action, mais également avec davantage d'opportunités de ressources. Ce sont là les objectifs visés par la communalisation intégrale consacrée dans le cadre de cette importante ambition, l'acte 3 de la décentralisation. La cérémonie de commémoration des 20 ans des Parcelles Assainies va se poursuivre jusqu'à samedi. Entre-temps, le maire rappelle que chaque mois, il va inaugurer des infrastructures. Sur l'international au Burundi, les pourparlers d'Arusha se sont soldés par un échec. En France, François Hollande a célébré le dernier 14 juillet de son quinquennat. Mais voyons d'abord ce qui se passe au Soudan du Sud après les tensions de ces derniers jours. Et c'est avec Aïda Mamadou Diop.
Ce sont plusieurs centaines de soldats et une cinquantaine de camions ougandais qui sont entrés sur le sol du Soudan du Sud, avec pour raison officielle l'évacuation des ressortissants ougandais. Le calme reste précaire au Soudan du Sud après les affrontements du week-end dernier, mais plusieurs pays étrangers continuent l'évacuation de leurs ressortissants. Les États-Unis, eux, ont annoncé avoir envoyé 47 soldats à Djouba pour protéger les citoyens et les biens américains. L'exécutif américain ajoute que d'autres troupes actuellement à Djibouti sont prêtes à rejoindre le Soudan du Sud si nécessaire. En Tanzanie, le second round des pourparlers inter-burundais s'est achevé ce jeudi matin dans un contexte tendu après l'assassinat la veille à Bujumbura d'une ancienne ministre. Une rencontre davantage marquée par les polémiques et les problèmes d'organisation que par de réelles avancées sur le plan du dialogue. Pour plusieurs opposants, Arusha laisse un goût amer dans la bouche des participants. Pas d'agenda définitif, pas de nouveaux rendez-vous, aucun document officiel. La rencontre avait pourtant suscité beaucoup d'espoir chez les diplomates occidentaux. En France, c'est un défilé du 14 juillet sous haute surveillance en raison de la menace terroriste qui s'est déroulée ce jeudi sur les Champs-Élysées. Dans ce contexte particulier, un hommage appuyé a été rendu cette année à l'engagement sous toutes ses formes dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, le service civique ou la réserve. En tout, 55 avions, 20 hélicoptères et 212 véhicules blindés ont survolé ou descendu les Champs-Élysées. Avions de chasse Rafale, légionnaires, spécialistes du renseignement ou fusiliers marins, tous ces soldats sont engagés en opération extérieure ou sur le territoire national, dans une mobilisation sans précédent depuis la guerre d'Algérie. François Hollande, qui célébrait le dernier 14 juillet de son quinquennat, a assisté au défilé aux côtés du Premier ministre néo-zélandais et du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, John Kerry. Du sport à présent, arrivé à Metz en provenance de Génération Foot, Ismail Assar a signé le premier contrat professionnel de sa carrière. Cela pour une durée de 5 ans. Les supporters messins devront toutefois patienter avant de le voir à l'œuvre. Blessé à la clavicule, le jeune ailier de 18 ans a été opéré mi-mai et il est actuellement en phase de reprise. Et puis du basketball à présent, la colonie sénégalaise se renforce en NBA. L'ailier fort des Lions, Maurice Ndour, a signé un contrat de 2 ans avec la franchise NBA des Knicks de New York. Il rejoint ainsi ses compatriotes Georges Union et Gorgui Sidian. On fait le point avec Sambou Biagui. Après Georges Union et Gorgui Sidian, Maurice Ndour, un autre Sénégalais, va évoluer dans la plus grande ligue de basketball au monde. Les New York Knicks de Phil Jackson continuent donc de renforcer leur banc. Après plusieurs mouvements importants avec les arrivées de Derrick Rose via un trade en provenance de Chicago Bulls, de Courtney Lee et de Joakim Noah, lors de la Free Agency, la franchise vient de signer l'ailier Maurice pour les 2 prochaines années. Auteur d'une superbe Summer League l'an dernier avec les Knicks, l'international sénégalais de 24 ans a toujours été apprécié par la direction de cette formation, mais il avait finalement décidé de rejoindre les Dallas Mavericks l'été dernier. Après une blessure à la jambe lors du training camp, Ndour n'avait pas été conservé par la franchise texane et avait effectué une pige assez moyenne au Real Madrid en étant très peu utilisé. Malgré tout, les Knicks se souviennent encore des bonnes performances de Maurice Ndour lors de la Summer League l'an dernier et ils ont décidé de lui faire confiance avec un contrat garanti pour les 2 saisons à venir. Même si son temps de jeu risque d'être limité, le Sénégalais aura clairement une carte à jouer au sein de l'effectif du nouveau coach des Knicks. Merci à vous, Sambou Biagui, que vous pourrez retrouver à partir de 21h en direct sur la DTV pour bien sûr votre émission Débrief. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, portez-vous bien et profitez de nos programmes sur la DTV. Imaginez ceci. Imaginez l'info prendre vie.
Imaginez l'info internationale de BBC Afrique. BBC Info, bientôt sur DTV.